Il y a, je crois, des jours blancs, des jours qui sont trop éblouissants pour nos souvenirs, des jours où l'on oserait sortir de soi. Tout est si blanc par-delà le regard, rien ne transparaît, on ne se rencontre pas. C'est presque un rêve éveillé, une impression du dehors. Il est inutile de la combattre, il faut en subir l'éclat. Se donner du temps, ne rêver à rien, oublier de penser, regarder dans le vide, ne pas chercher de réponse. Elle viendra. Ou on la cherchera. Du voyage, il ne faut retenir que l'élan. C'est une envie contenue, enfouie trop longtemps en soi, que de se confondre à la mer. Et puis le vol d'un oiseau, c'est si loin les oiseaux, presque par-delà le vide. Et puis l'immensité de l'inconnu, il faut se retenir. On ne voudrait pas que le ciel devienne transparent. C'est étrange le voyage. Parfois on se demande si on n'était pas absent pendant tout ce temps-là, si l'on ne s'est pas un peu perdu dans l'intervalle de nos rêveries, hypnotisé par le dehors frémissant. On marche dans la ville, tout est neuf, rien ne nous rappelle à nous. La première étape de mon grand tour fut Venise. J'y suis restée une semaine et cette semaine compte certainement parmi les plus belles de ma vie. J'ai beaucoup marché, rêvé, flâné. J'entends encore le bruit de l'eau certains matins au réveil. Je crois que j'y suis restée. Et je suis bien certaine d'y retourner un jour. J'ai eu l'occasion de me rendre dans différents musées comme le musée Correr, la Scuola Grande di San Rocco ou encore la Ca' Pesaro. Je mettrai quelques œuvres qui m'ont particulièrement marqué à la fin de chaque ville visitée. Merci infiniment à Inès qui a rendu ce séjour plus inoubliable encore. Il est étrange d'observer que l'on se voit toujours lorsqu'on imagine le vide. On est toujours nous, au milieu de la nuit. Le vide alors est plein de soi, et le soi s'y raccroche, comme un papillon de nuit attiré par le jour. Qu'il est doux d'être la seule lumière dans ce noir qui s'attache à nos pas. Mais le jour, qui timidement s'immisce, annonce la chute qui nous fera perdre pied. Nous sommes les seules frontières de notre vertige. Le soir ne renvoie qu'à nous. Il faudrait parvenir à imaginer le vertige sans l'enfant. Le ciel serait toujours bleu. La première chose que j'ai faite en arrivant à Rome, ce fut de me rendre au château Saint-Ange pour prendre de la hauteur. Le panorama était sublime au sommet et la vue sur le Vatican était imprenable. J'ai passé la journée du lendemain dans les musées du Vatican. J'ai pris tout mon temps pour admirer les trésors qu'ils recèlent, bien sûr, mais aussi pour me protéger de la chaleur, puisqu'il ne faisait pas moins de 30 degrés ce jour-là. En tant que Belge, il faut dire que je n'y suis pas vraiment habituée. Le jour suivant, je me suis rendue au musée Borghese et au musée Doria Pamphili, situé dans un palais du centre de Rome. Ce musée est peut-être un peu moins connu que le premier, mais je l'ai largement préféré et je vous conseille vivement de le visiter. Le lendemain de mes pérégrinations à Rome, je me suis réveillée à Florence. Je ne sais pas trop comment, pour être honnête, je n'ai pas eu le temps de m'en apercevoir, mais c'est arrivé. Je logeais juste en dehors des remparts extérieurs de la ville, sur les hauteurs. Par la fenêtre, la cathédrale Santa Maria del Fiore et la Palais Vecchio se détachaient en pleine lumière sur le fond des montagnes des Apennins encore dans l'ombre. Florence est sans conteste la ville que j'ai préférée après Venise. Avec ses détails de rues piétonnes et ses vastes places, elle m'a semblé presque hors du temps. J'ai eu l'occasion de visiter la galerie des Offices, la galerie de l'Académie et la galerie Palatine, puis de me promener dans les jardins de Boboli avant de partir pour Milan. Il y a, au bout de cette rue immense et blanche, une lueur. Je la connais depuis longtemps. Par-delà le brouillard, elle transparaît. C'est dans cet éclat sur le blanc que la lumière devient palpable à l'œil. Pour la première fois, le blanc est rendu visible par l'ombre de son blanc. Ce moment est fugitif pour le regard, permanent pour l'ombre, jeté hors du réel, hors du blanc. La surface qui n'est pas éclairée, c'est, je crois, la réalité. Imaginer le noir par trop de clarté.
Nous arrivons déjà à la dernière ville que j'ai traversée avant de me rendre à Varzo, petit village des Alpes italiennes. Je dis traverser parce que c'est la ville dans laquelle je suis restée le moins longtemps, 2 jours à peu près. J'ai tout de même eu le temps de me rendre à la Pinacothèque Brera et à la Pinacothèque Ambroisienne et de monter sur les terrasses de la cathédrale de Milan. Je crois que l'on a le droit de dire que c'est beau devant l'évidence. Ce mot devrait suffire, il ne trompe pas. Je voudrais que ce mot ait de la force par lui-même. Il faudrait réinventer une écriture limpide et crue pour rendre compte de nos impressions. Chaque mot recouvrerait alors son sens plein et serait à la fois puissant et vertigineux. Le lyrisme serait rivé dans l'intention, c'est-à-dire dans le cri qui s'échappe des tréfonds de soi lorsqu'on ne s'observe pas. Le regard, alors, empêcherait de refléter la chose en soi. Il serait dirigé vers l'extérieur, sa portée serait exclusivement dans leur soi. Ce langage simple ne troublerait pas l'être. Il ne serait attentif qu'à l'impression fugitive de la chose éclairée du dehors. Il n'en resterait qu'un vertige immense et universel parce qu'on ne le saisit pas pour le rendre. Il faudrait donc mettre le lecteur face à une lumière crue qui l'éblouit et le déroute par la simplicité de sa rendition, située presque par-delà la pensée, pour l'obliger à sortir de la sienne, à regarder du dehors. La lumière est belle.